Yvon Godin est né à Saint-Sauveur, au Nouveau-Brunswick, le cadet d'une famille de 12 enfants. Pauvre, un père blessé, les enfants prennent la relève, quittant l'école très tôt. Travailleur de la forêt dans le nord de l'Ontario, mineur à son retour chez lui à Bathurst, Yvon Godin en a assez de voir ses collègues de travail mourir l'un après l'autre en raison de l'incurie des compagnies. Il gravit les échelons du syndicat des métallos jusqu'à la présidence et il obtient de chaudes luttes des conditions de travail décentes pour les siens. Lorsque le gouvernement libéral de Jean Chrétien propose une réforme en profondeur de l'assurance-emploi, Yvon Godin se porte à la défense des travailleurs saisonniers. Manifestations spectaculaires, confrontations vigoureuses avec le tout-puissant ministre libéral Doug Young, Yvon Godin se sert de ce tremplin pour se faire élire député néo-démocrate. Contre toute attente, il défait au passage ce même Doug Young qui régnait en roi et maître au Nouveau-Brunswick. Député d'Acadie-Bathurst depuis 17 ans, il a deux priorités: la défense des droits de ses chers travailleurs et celle, tout aussi passionnée, de la langue française. Un homme et une femme qui part le matin pour aller travailler, la famille a le droit de le recevoir le soir. M. Godin, bonjour. Bonjour, M. Lessard. M. Godin, né à Saint-Sauveur, au Nouveau-Brunswick, c'était comment à cette époque-là? C'est un petit village. C'est un petit village entre Bathurst, Tracadie-Shaila, proche de Saint-Isidore. On a tous les noms qu'il y avait au Québec, on a tous les saints. Les Saint-Isidore, les Saint-Sauveur, les Saint-Simon, on a tous. Ouais. C'est un petit village francophone. Grosse famille? Famille de 12, puis il y en a un qui était décédé à l'âge de 6 mois. Alors, il y en a 11 vivants depuis le début. Puis moi, je suis le 11e de la famille. Le bébé de la famille? Le bébé de la famille. Vos parents? Mes parents, c'est mon père venait de Paquetteville, de Rente-Saint-Georges, c'est un petit village à côté de Paquetteville, qui faisait partie de Paquetteville. Et ma mère d'Évangeline, qui est dans la péninsule acadienne aussi. Votre père, il devait travailler fort pour faire vivre tout ce monde-là? Oui, mais mon père était bûcheron. Puis, malheureusement, à l'âge de 43 ans, mon père a eu un accident qui s'est fait de mal dans les disques, dans le dos, le disque principal. Alors, il a été invalide. Et dans ce temps-là, comme vous pouvez voir, il n'y avait pas de compensation, il n'y avait pas d'assurance. Le bien-être, ça n'existait juste pas. Ça a été très dur pour la famille, très, très dur. Mais moi, en étant le dernier, je l'ai moins vu que le reste. Mais mes frères, mes sœurs sont partis jeunes. C'est eux qui ont pris la relève à ce moment-là. C'est eux qui ont pris la relève, d'un sens, c'est qu'ils ont été travailler, aider papa et maman, puis envoyer un petit 50 ici, un petit 50 là, puis tout ça, bien, ça a aidé pour le reste de la famille. Vous n'avez pas vécu dans la richesse, j'imagine, à cette époque-là? Absolument pas. Je pourrais me rappeler, je pense que mon premier cadeau que j'ai eu, j'avais peut-être 13-14 ans. Dans un contexte comme celui-là, est-ce que l'école, ça devient secondaire? Oui, ça devient secondaire parce que, imaginez-vous, à chaque fois que j'avais soit un frère ou une sœur qui disait qu'il crevait le cœur à maman puis à papa, là, je veux dire, des larmes, j'en ai vu en masse, qu'ils s'en allaient dans le nord de l'Ontario pour aller travailler pour le bien de la famille. Mm-hmm. Puis j'encouragerai pas les jeunes aujourd'hui de laisser l'école. Là. Je les encourage, comme que j'ai fait à mes enfants, je les encourage à aller à l'école, apprendre quelque chose. Mais dans ce temps-là, c'était pas ça. C'était que tu pourrais être un bûcheron avec aucune éducation. Tu pourrais travailler dans les mines avec aucune éducation. Les filles allaient travailler dans les restaurants, ces choses-là. C'était survivre. Mais on n'apprenait même pas 3-4 années d'école pour apprendre à écrire et compter, ou si on pouvait se passer? Non, eux, non, c'est soit qu'ils se rendaient à peu près une 8e année, 9e année. Donc alors, ils apprenaient à lire et à écrire comme il faut, là. Ouais. Mais je veux dire, ils n'allaient pas à l'université, ils finissaient pas sa 12e. Et vous? Puis moi, ben c'est ça. Ça m'est arrivé qu'à la 11e année, j'ai laissé moi-même l'école. Je menais en Ontario à l'âge de 16 ans. J'ai été travailler comme papiste. Pourquoi vous avez laissé l'école? Vous en aviez assez? Vous pensiez que non, assez éduqué, vous saviez tout ce que vous aviez à savoir? Monsieur Lessard, vous ne me croirez pas qu'est-ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans ce temps-là, on était à l'école d'Alortville. J'ai commencé à Saint-Sauveur, après ça à Alortville. C'était les petites écoles de la région. Puis après ça, ils ont venu avec les polyvalentes qui avaient amené tout le monde de partout, de Petit-Rocher, Beresford, Bathurst, Alortville, Saint-Sauveur, tout le monde dans une grosse école, une polyvalente. Mm-hmm. Et mon professeur de français m'avait dit qu'il fallait, ben, pas à moi, mais à tout le monde, à tous les élèves, vous allez faire une composition, puis demain, vous allez la lire devant la classe. Puis j'ai dit, moi, je suis trop gêné pour ça. Voyons donc.
Non, c'est vrai. Et alors, j'ai dit ça, si tu m'envoies devant la classe, je m'en vais. Puis il a dit, écoute, si tu peux pas aller faire ta composition devant la classe, t'as pas de place dans ma classe. Alors, je suis parti. Je m'en rappelle, j'ai rentré chez nous, j'ai dit à maman puis à papa, essayez pas de m'envoyer à l'école, vous ne gagnerez pas avec moi. Là, c'est vrai, c'était mon caractère d'Yvan Godin qui rentrait à la maison. Ouais. Essayez-vous même pas, vous ne gagnerez pas. Mais ça m'a... Je pense que ça m'a fait grandir dans ça. Après ça, j'ai dit ça. Jamais que la gêne m'empêcherait de faire quelque chose dans ma vie. Ça n'a pas l'air de vous arrêter. Je vous ramène à tous vos frères et sœurs qui s'en allaient à White River. White River, c'est le nord de l'Ontario, ça? C'est le nord de l'Ontario, c'est entre le Sault-Sainte-Marie et Thunder Bay. Et pour aller faire quoi? À peu près 300 km du Sault-Sainte-Marie. Okay. Et mes frères, là, ça travaillait comme bûcheron. Ils travaillaient pour la BTB, Ontario Papers, ces choses-là. Ils travaillaient là comme bûcheron, opérateur de machines dans le bois. Et j'en ai deux qui ont travaillé dans les mines. Puis après ça, moi, j'ai travaillé dans une scierie là-bas. Puis en finissant, j'ai travaillé à Manitowoc pour la mine GECO, la compagnie Noranda, dans une mine. Et mon intention d'aller travailler à la mine, c'était seulement de aller me chercher un peu d'expérience pour retourner chez nous, puisque chez nous, il y avait la mine Noranda aussi, qui était la Brunswick Mine. Mais à White River, vous pouviez travailler en français? Quand j'arrivais là, je ne parlais pas l'anglais du tout. Pas du tout, mais le propriétaire dans ce temps-là, c'était la station d'essence Golf, qui après ça qui est venu Ultramar. C'était des francophones de la région de Témiscamingue, la BTB, des francophones. Alors, eux, ils m'ont engagé. J'ai travaillé avec eux autres. Je me rappelle bien une fois que mon français était assez méchant, que madame m'avait dit Where is your restroom? Puis moi, c'était où sont les toilettes? Moi, je pensais, le restroom, ça devrait être un restaurant. Alors, j'ai dit, across the road. Puis même la propriétaire a dit, écoute, là, t'envoies nos clients sur l'autre bord du chemin, là. Ça fait... C'était... je connaissais pas du tout l'anglais. Mais eux m'ont donné une chance. Puis vraiment, je remercie les gens même de White River. Vraiment, je leur dois beaucoup. Mais vous avez appris l'anglais, là? Ou Mais j'ai appris l'anglais, là. J'ai appris l'anglais avec eux autres. C'est important pour vous d'apprendre l'anglais à cette époque-là? Ah oui, absolument. Puis même aujourd'hui, je veux dire, écoutez, à mes enfants, je l'ai écouté. C'est un cadeau d'avoir les deux langues. Quand ils étaient capables au Canada, qu'il y a deux langues officielles, être capable de parler dans les deux langues, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière au Canada à cause de la langue. Et vous êtes revenu à Bathurst à ce moment-là? Là, pour ça, je suis revenu à Bathurst au mois de décembre 1974. Et j'ai pas voulu aller voir à la mine tout de suite. Je vais vous dire pour quelle raison. J'ai dit, si je vois à la mine, là, ils vont m'engager, je pense. Puis après ça, je vais être prêt à travailler à Noël puis au jour de l'an. J'ai dit, je vais y aller tout de suite après le jour de l'an. Puis c'est ça, le 15 de janvier, je suis arrivé à la mine le matin. J'ai été voir pour ma... C'est une mine de quoi, ça? De zinc, de cuivre, de plomb et d'argent. Puis je suis arrivé là le matin, ils m'ont demandé si j'étais prêt à travailler l'après-midi. Puis je suis rentré sur le quart de chiffre de 5 heures. M. Godin, les chevaux, votre autre passion, ça vient d'où? Bien, en étant d'une famille, d'une grande famille, le dernier, on appelle les bébés boomers, là. Puis mon père, en étant bûcheron avant, puis mes oncles, ces choses-là. Alors, il y avait des chevaux alentour de chez nous, ils viennent d'une région rurale. Alors, il y avait des chevaux. J'ai toujours aimé cette bête-là. Je l'ai toujours aimé. Et je travaillais à la mine, puis il y avait de mes collègues de travail qui en avaient, qui faisaient de l'équitation. Et j'ai tombé en amour avec ça. J'ai acheté un de mes premiers chevaux dans les débuts des années 80. Alors, j'ai fait de l'équitation. J'ai été même dans les compétitions, ces choses-là. Et j'en ai eu 4. J'avais même un de mes chevals était un cheval arabe. J'allais dans les parades. C'est une passion dispendieuse, ça? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je pense que, pour moi, un cheval ne coûte pas plus cher que nourrir un chien, là, parce que le foin, on l'avait quasiment pour rien. Alors, un sac de fil par mois, c'était pas la fin du monde. Puis c'est quelque chose que tu peux embarquer dessus. C'est vraiment... Mais c'était incroyable. Je suis arrivé de travailler de la mine, puis je suis rentré dans la cour, puis mon cheval arrivait dans le parc. C'est par MC qui me voyait venir. Il y a une relation très étroite qui s'est établie avec un cheval. Absolument. C'est complètement incroyable. Un cheval qui est bien traité, puis que si tu aimes vraiment ton cheval, il y a quelque chose qui se passe. Il y a hâte que tu arrives là. Puis à tous les samedis, je travaillais sur mon cheval. Là, il donnait son shampoo, toutes ces choses-là. Vous en étiez très fier. Non, j'en étais fier. M. Godin, vous êtes de retour à Bathurst. Vous travaillez dans une mine. Les conditions de travail sont bonnes? Quand j'ai commencé là, ça a été un choc pour moi. Un choc, pourquoi? Bien,
La mine Brunswick, au début des années 70, il y a un feu qui a commencé sur la Terre. C'était un feu avec le soufre, qu'on appelle. Alors, il y avait ça. Alors, les conditions, quand j'arrivais, les avions pas mal améliorés. C'était pas mal amélioré. Mais après ça, en 1976, dans les 6 mois, dans 18 mois, à partir de 1976, il y a 6 gars qui s'est fait tuer à la mine. Ah oui. Puis c'était des accidents terribles. Il y avait même un de mes collègues de travail qui ont voyagé dans la même fourgonnette pour y aller. Le matin, il est venu, M. Robuchot, il est venu avec nous autres à la mine. Puis il y a une grosse roche qui est tombée dessus, puis s'est fait tuer. Il y a un autre après ça qui est tombé dans un des trous de 850 pieds de creux. Toutes des choses qu'on aurait pu, tant qu'à moi, qu'on aurait pu éviter. Mm-hmm. Et ça m'a amené à vraiment à travailler dans le syndicat dans ce temps-là. Ça m'a vraiment... Il y avait un syndicat à la mine déjà? Oui, il y avait le syndicat des métallos, des métallurgistes unis d'Amérique, les métallos. Mm-hmm. Dans ce temps-là, j'ai commencé à travailler sur les comités de santé et sécurité. On a travaillé très, très fort. Puis, on faisait des inspections. Ça faisait partie de la convention collective. Alors, j'ai devenu très vocal à la mine. Je me suis pas fait d'amis sur le côté de la gérance, je peux vous dire ça. Mm-hmm. Mais vraiment, on est venu. Et aussi, en travers du syndicat des métallos, il y avait le président de la Fédération de travail du Nouveau-Brunswick, qui était un métallo, un représentant des métallos. Il était le coordinateur. Il était le sous-district directeur de l'Atlantique. Lui, avec les autres représentants, on travaillait fort avec le gouvernement dans le temps, qui était Hadfield, pour passer la première loi au Canada du refus du travail, que tu pouvais refuser un travail si tu pensais que c'était pas sécuritaire, tu perdais pas de salaire, tu t'envoyais pas à la maison. Au moins, on avait gagné ça collectivement, à travailler fort puis à se battre avec le gouvernement, d'écouter, là. Faut qu'on commence à sauver des vies. C'est pas normal, là. Et vous étiez déjà président du syndicat à ce moment-là? Non. Dans ce temps-là, j'ai juste été un délégué pour la sécurité. Après ça, je suis devenu un délégué syndical, comme le shop steward, qu'on appelle dans le terme anglais. Ça, c'était en 78. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça, là. Tout le mouvement ouvrier, là, ça venait me chercher, là, parce que je trouvais qu'on pouvait faire de quoi de bon pour les travailleurs. Puis, à place de juste aller à l'Assemblée puis crier au micro, j'ai dit, Caroline, tu sais, je vais embarquer dedans. Ça, je suis devenu le trésorier en 79. En 81, je suis devenu le secrétaire financier. Et en 82, je suis devenu le président du syndicat. Alors, quasiment toutes les fonctions dans le syndicat, je les ai faites. Vous avez l'impression que vous avez changé les choses? Que ça s'est amélioré grâce à votre travail? Bien, pas seulement le mien avec mes collègues. Je ne suis pas le type de gars qui va chercher des crédits tout seul. Non, mais avec l'équipe, avec tous les gens. Oui. Oui. Aujourd'hui, on dit souvent, M. Godin, que les syndicats sont devenus ankylosés, s'assoient sur leur membership, protègent souvent les incompétents, ceux qui ont de l'ancienneté, qu'ils ne jouent plus le rôle qu'ils jouaient à une certaine époque. Êtes-vous d'accord avec ça? J'ai de la misère avec la manière, je pense que c'est ça qui est véhiculé par la presse. Moi, j'ai assez de respect, puis j'ai pas honte de le dire publiquement, j'ai assez de respect pour les syndicats. Syndicat, c'est un organisme. Le vrai syndicat, c'est les membres, OK? Dans toute société, il va y en avoir des gens qui vont être bons, il va y en avoir qui ne sont pas bons. Tu vas avoir des personnes qui sont vaillantes, tu vas avoir des personnes qui sont moins vaillantes. Que tu as un syndicat ou que tu ne l'as pas, tu vas l'avoir pareil. Moi, je me rappelle du gérant de la mine m'avait dit, il y a une chose que j'aime du syndicat. Moi, je ne peux pas voir ce qui se passe dans mon entreprise. Mais quand il y a de quoi qui va mal, je le sais. Parce que le syndicat court à moi tous les jours pour me le dire. C'est à moi à ajuster les flûtes. Puis il dit, si on peut négocier une convention collective, puis si on peut la respecter des deux côtés, moi, je suis bien content avec ça. Si on enlève les syndicats au Canada, on va se ramasser comme dans le tiers-monde. Parce que c'est que les employeurs, puis avec tout respect, puis les gros employeurs, ils sont là pour une chose, c'est faire certain que leur account à la banque grossit. Puis moi, je les ai vus, ces cas-là. Je les ai vus, les 6 gars qui s'est fait tuer dans 18 mois. Puis s'il n'y aurait pas eu le syndicat, là, on n'aurait pas amélioré les choses. Il y aurait eu d'autres morts. Moi, j'ai toujours dit, un homme et une femme qui part le matin pour aller travailler, la famille a le droit de le recevoir le soir. Regardez les 26 personnes qu'on a perdues en Nouvelle-Écosse, dans la mine en Nouvelle-Écosse. On a fait changer la loi ici. J'étais fier de ça. Je faisais partie de ceux qui a travaillé fort pour faire changer la loi, qu'un propriétaire d'une mine ou de n'importe quelle compagnie, même s'il ne vient pas de la province, il va falloir qu'il se présente devant un juge s'il y a eu une négligence envers la sécurité des travailleurs et des travailleuses. Je suis fier de ça, qu'on appelle ça le Westray Bill, qu'on appelle. J'étais très, très fier de ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Ça a mis les personnes plus responsables.
sais, si que l'employeur pense qu'il peut tout faire que ce qu'il veut, c'est là qu'il y a une négligence qui va se faire. Et quand il sait que lui, il peut payer le prix, dans ce temps-là, là, on peut faire le même ouvrage, l'affaire sécuritaire. Même en temps de crise économique où les emplois sont rares, vous pensez que les syndicats jouent toujours un rôle important? Oh, absolument, absolument. Même mieux que ça. J'ai vu dans des crises économiques jusqu'à ce que c'est les syndicats qui ont sauvé la compagnie parce que les syndicats pouvaient parler avec le travailleur. Et écoutez, dans ce site, là, il va falloir qu'on prenne bien un recul. Puis après ça, moi, j'ai jamais été quand un employeur qui faisait de l'argent disait « Fais-en de l'argent. Si tu peux en faire, là, moi, je vais aller t'en chercher pour donner aux employés. On va partager avec celui-là qui te l'a fait faire, cet argent-là. » Une compagnie qui ne fait pas d'argent, tu ne peux pas partager l'argent après. Là. Mais je dis juste, tu devrais être content que tu as eu des employés qui ont pu te la faire faire, cet argent-là. Alors, on va essayer de trouver un juste milieu dans tout ça pour que toi, tu peux être content, mais aussi les employés capables de faire survivre leur famille. Avez-vous pensé à cette époque-là que le syndicalisme deviendra un tremplin vers la politique? Non, absolument pas. Que les gens dans la péninsule acadienne voulaient aller travailler en Alberta, puis plutôt ils prenaient des personnes qui parlaient même pas l'anglais et le français. Le ministre m'a répondu, va voir la ministre des Ressources humaines. Je l'ai emporté à la ministre des Ressources humaines. Qu'est-ce qu'elle a fait? Absolument rien. Même dans les années 92, je ne le cacherai pas, il y avait des libéraux qui me demandaient pour se présenter pour eux autres. Il y avait des conservateurs qui me demandaient pour se présenter pour eux autres. Et inquiétez-vous pas, le NPD était à ma porte tout le temps. On vient de présenter. Je faisais fâcher mon père, par exemple, là-dessus. Là. Pourquoi? Votre père était libéral? Mon père était libéral, puis un libéral a tout craché. Tu sais, je me rappelle une fois, je dis papa, si je me présente à NPD, tu voterais-tu pour moi? Puis ça, j'ai toujours aimé conter cette histoire-là aux citoyens. Il m'avait dit, Yvan, il va te dire une chose. Si t'es fou assez pour te présenter pour l'NPD, moi, je suis fou assez pour pas voter pour toi. Puis en 92, finalement, mes sœurs ont dit une bonne soirée. Il y avait une élection provinciale au Nouveau-Brunswick. Puis mon père, à l'âge de 82 ans, 83 ans, avait finalement voté NPD. Ouais. La soirée des élections en 97, ça, je regrettais le plus, c'est que mon père n'était pas là. Bon, M. Godin, la politique, pour ceux qui auraient oublié, vous avez battu, vous, ce qu'on appelle un gros joueur, un ministre libéral qui s'appelait Doug Young, l'un des hommes forts du gouvernement chrétien, un homme fort, un homme d'affaires qui a réussi de votre coin de pays. On vous a appelé le tueur de géants. Ça avait été tout un exploit de battre Doug Young? Oui, non, absolument, mais je pensais qu'au début que j'avais des chances. J'avais vraiment des chances. Vous comptez cette petite histoire-là vite, c'est que ça a commencé avec l'assurance-emploi dans le temps de Brian Mulroney, quand il a commencé à faire la réforme de l'assurance-emploi en 88, puis tout ça. Puis les libéraux, dans ce temps-là, disaient, c'est pas la faute des travailleurs, c'est la faute de l'économie. Puis vous autres, vous êtes en train de vous frapper sur les travailleurs. Puis même Doug Young, dans une salle à Inkerman, dans la péninsule acadienne, avait dit, nous autres, élisez les libéraux, parce que nous autres, on va aller arrêter cette réforme-là, puis on va prendre votre part et tout. Alors, en 93, ils sont venus au pouvoir à l'automne de 93, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Exactement ça. Ils ont continué la réforme de Brian Mulroney. En 96, ça a été la grosse réforme. Alors, les gens étaient dans la rue tout le temps. Puis moi, c'était des gens que je représentais. Encouragés par Yvon Godin? Pas du tout. Non, sérieusement, même que Doug avait utilisé des paroles de même à la Chambre, à la sortie, il y a 2 agitateurs au Nouveau-Brunswick, puis à place de se promener avec leur famille le dimanche après-midi, ils amènent les gens dans la rue. C'était pas vrai. C'était vraiment les gens... Spontanés qui sortaient dans la rue. T'avais Puis moi, ils m'invitaient à prendre la parole, puis je prenais la parole. En tant que leader syndical. En tant que leader syndical qui représentait les femmes qui travaillaient dans les usines de poissons. Ouais. J'ai toujours dit, là, une morue, ça se prend pas sur la Yonge Street à Toronto. Ça se prend dans la baie des Chaleurs, puis elle gèle l'hiver. Ouais. Le homard, ça se prend pas sur la Sainte-Catherine à Montréal. Là. Ça se prend dans la baie des Chaleurs, puis elle gèle l'hiver. Alors, c'est des emplois saisonniers. Alors, il y a eu toutes ces manifestations-là. Il y avait même une fois... Mais ça a brassé, il y a eu de la violence. Même une fois, il y a eu 5000 personnes à Cableton. C'est celle-là qui m'avait touché le plus, parce qu'on avait dit les peuples se rencontrent. Il y avait les francophones, il y avait les anglophones, il y avait les Québécois et Québécoises, et il y avait les Autochtones. Quand la rencontre s'est faite sur le pont Van Horn à Cableton, on dirait que le cœur voulait sortir. Ouais. C'était vraiment fort. Tu sais, tout le monde s'avait mis ensemble. Mes chers amis, vous savez pas comment que ça m'a touché au cœur quand on a marché sur le pont
qui jouait le Québec et le Nouveau-Brunswick, et que quand que les 4 peuples se sont rencontrés, les anglophones, les Français, les Acadiens et nos amis, les Autochtones. Stephen Harper, tu pourras jamais détruire notre peuple. Et c'est là pour ça qu'il y a eu l'élection de 97. Et que vous avez battu Doug Young. Et j'ai battu Doug Young. Vraiment, Pourquoi le NPD plutôt que les libéraux? J'imagine que vous avez été courtisé aussi par d'autres partis. Non, j'étais courtisé, mais ça y allait pas avec mes valeurs. Ça y allait pas avec mes valeurs. Parce qu'écoutez, les conservateurs avaient déjà commencé à couper l'assurance-emploi. Dur, c'est les travailleurs, dur, c'est les syndicats et tout. Et les libéraux, eux, qui avaient dit qu'ils le feront pas, qu'est-ce que je pensais arriver, là? Les libéraux à ramasser 57 milliards dans la caisse de l'assurance-emploi qu'ils ont mis dans les fonds généraux. Puis là, ils se défendent que c'est le vérificateur général qui les avait recommandé de mettre ça dedans. Puis il disait que les travailleurs dépendaient de la caisse de l'assurance-emploi, puis en réalité, c'était les libéraux qui dépendaient. Vous avez battu un gros joueur, vous arrivez à Ottawa, j'imagine que vous avez plein d'espoir. Je suis député, j'arrive à Ottawa, je vais changer le monde. Comme ça que ça s'est passé? Quand j'arrive à Ottawa, la première des choses, la question qui m'avait été posée par les médias, c'est qu'est-ce que j'en pensais. Puis j'ai regardé la bâtisse, le Parlement, j'ai dit, c'est cette bâtisse-là qui a mis le monde chez nous dans le trouble. C'est comme ça que je me sentais. Ah oui? Prêt à me battre. Ah oui? Dans ce temps-là, Pierre Petitgrou, qui était le ministre des Ressources humaines, avait dit, le problème, là, c'est juste en Atlantique, les jobs saisonniers, le reste du Canada, ils sont corrects. Le défi qu'il m'a fait, je suis parti tout de suite, j'ai dit, je vais m'en aller faire le Canada. J'ai fait les 10 provinces du Canada. J'ai été dans 23 communautés à la grandeur du pays. J'ai fait en l'entour de 50 réunions publiques. Puis après ça, j'ai produit un rapport. Puis ça a démontré que t'es travailleur en Atlantique, t'es travailleur en Colombie-Britannique ou tu l'es en Alberta. Quand tu perds ta job, c'est un programme pour aider ce monde-là. Faut t'en trouver un autre job. Et c'est pas vrai que l'assurance-emploi, c'est devenu un mode de vie, c'est de père en fils, qu'on travaille un peu pour avoir assez d'assurance-emploi et on passe à autre chose? Moi, je suis pas prêt à dire ça. C'est ça qui est le mythe, c'est ça que les gens disent. Mais si, quand on dit que tu passes à d'autres choses, ça veut dire que tu n'as plus tes employés dans ton industrie. Alors, est-ce que le pays est en train de dire l'industrie de la pêche, c'est fini? Est-ce qu'il est en train de dire que l'industrie du tourisme, c'est fini? Les emplois saisonniers. Est-ce qu'ils sont en train de dire que les tourbières, c'est fini? Parce qu'essayer d'aller sortir de la tourbière sous la neige, ça ne marche pas. Mais ça, c'est les emplois de chez nous. Monsieur le Président, avant, les travailleurs, 90 se qualifiaient à l'assurance-emploi, puis aujourd'hui, moins de 40 qui se qualifient à l'assurance-emploi. Les conservateurs et les libéraux ont coupé l'accès au régime d'assurance-emploi. Ils ont diminué les prestations. Ils ont détourné l'argent, Monsieur le Président, pour payer leur budget sur le dos des travailleurs puis des travailleuses. Quelle honte dans notre pays d'avoir des gouvernements qui ont fait ça. Ma question au gouvernement, ils vont-ils continuer à piger dans la caisse de l'assurance-emploi et avoir un manque de respect? Qu'est-ce que les travailleurs ont fait à ce premier ministre ici, qui les haït autant, qui sont toujours en train de couper les travailleurs et les travailleuses? Vous vous battez encore aujourd'hui à Ottawa, et c'est un exemple dans un portrait beaucoup plus large pour que les juges de la Cour suprême parlent tous les deux langues. Pourquoi on doit encore faire ces batailles-là aujourd'hui? C'est complètement, je trouve, insultant et aberrant de voir qu'on est encore obligé de se battre pour une langue officielle qui a été acceptée, les langues officielles qui étaient acceptées à l'entour de passer 40 ans. Okay? C'est inacceptable qu'à la Cour suprême, quand les francophones vont aller faire la présentation de leur cause, puis sont obligés d'attendre 6 mois pour que la traduction des documents ait pour 1 ou 2 personnes qui ne comprennent pas le français du tout. C'est inacceptable qu'après qu'ils ont reçu la journée de leur cours, que les juges dans une cause française, que les juges de la Cour suprême s'assient dans une salle ensemble pour travailler sur la cause, puis toute la discussion se fait en anglais parce qu'il n'y a plus de traducteur là-dedans. C'est inacceptable. Moi, je dis que le respect des langues, il faut qu'il vienne d'en haut. Quand vous regardez en arrière, il y a des choses que vous regrettez. Et quand vous regardez en avant, dans 1 an, dans 5 ans, quand vous prendrez votre retraite un jour de la politique, à moins que vous finissiez votre vie à Ottawa au Parlement, comme Stanley Knowles, vous allez avoir des regrets? Non, pas du tout. J'ai dit que j'étais un des chanceux, puis je le dis avec toute sincérité, j'étais un des chanceux
que tous les emplois que j'ai faits, je les ai aimés. C'est rare, J'ai ça. aimé de même mettre l'essence dans les voitures. Ça m'a fait apprendre à parler avec les gens, me débrouiller, comme je dirais dans mon français, puis ça a fait partie de ma vie. Quand j'ai été travailler dans une scierie, j'ai adoré ça. Quand j'ai été travailler à la mine sous la terre, j'ai adoré ça. Quand j'ai fait mon job, mon emploi de représentant syndical, j'ai adoré ça. Et ma job de député, je l'ai adoré. Jusqu'à cette heure, j'ai adoré ça. Je ne peux pas regarder en arrière et dire j'ai regretté quelque chose. C'est la chose qu'il y a. En étant politicien ou dans tous ces emplois-là, même représentant syndical, c'est pas facile sur une famille. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est la partie, je pense, la plus dure d'être représentant du public ou dans des emplois comme ça. Ça n'a pas été facile. Mais je remercie ma famille. Je remercie ma conjointe Lina, mes filles Stéphanie, Céline et Nadine, qui m'a supporté, qui m'a aidé dans ça, à souhaiter que j'ai pu faire une différence dans la vie. À souhaiter que j'ai pu faire une différence. Mais dire le regretter, je ne le regrette pas. Merci, M. Godin. Merci bien. La famille a le droit de le recevoir le soir. M. Godin, bonjour. Bonjour, M. Lessard. M. Godin, né à Saint-Sauveur, au Nouveau-Brunswick, c'était comment à cette époque-là? C'est un petit village. C'est un petit village entre Bathurst, Tracadie-Shaila, proche de Saint-Isidore. On a tous les noms qu'il y avait au Québec, on a tous les saints. Les Saint-Isidore, les Saint-Sauveur, les Saint-Simon, on a tous. Ouais. C'est un petit village francophone. Grosse famille? Famille de 12, puis il y en a un qui était décédé à l'âge de 6 mois. Alors, il y en a 11 vivants depuis le début. Puis moi, je suis le 11e de la famille. Le bébé de la famille? Le bébé de la famille. Vos parents? Yvon Godin est né à Saint-Sauveur, au Nouveau-Brunswick, le cadet d'une famille de 12 enfants. Pauvre, un père blessé, les enfants prennent la relève, quittant l'école très tôt. Travailleur de la forêt dans le nord de l'Ontario, mineur à son retour chez lui à Bathurst, Yvon Godin en a assez de voir ses collègues de travail mourir l'un après l'autre en raison de l'incurie des compagnies. Il gravit les échelons du syndicat des métallos jusqu'à la présidence et il obtient de chaudes luttes des conditions de travail décentes pour les siens. Lorsque le gouvernement libéral de Jean Chrétien propose une réforme en profondeur de l'assurance-emploi, Yvon Godin se porte à la défense des travailleurs saisonniers. Manifestations spectaculaires, confrontations vigoureuses avec le tout-puissant ministre libéral Doug Young, Yvon Godin se sert de ce tremplin pour se faire élire député néo-démocrate. Contre toute attente, il défait au passage ce même Doug Young qui régnait en roi et maître au Nouveau-Brunswick. Député d'Acadie-Bathurst depuis 17 ans, il a deux priorités: la défense des droits de ses chers travailleurs et celle, tout aussi passionnée, de la langue française. Un homme et une femme qui part le matin pour aller travailler. Vincent, c'est qu'ils ont été travailler, aider papa et maman, puis envoyer un petit 50 ici, un petit 50 là, puis tout ça, ça a aidé pour le reste de la famille. Vous n'avez pas vécu dans la richesse, j'imagine, à cette époque-là? Absolument pas. Je pourrais me rappeler, je pense que mon premier cadeau que j'ai eu, j'avais peut-être 13-14 ans. Dans un contexte comme celui-là, est-ce que l'école, ça devient secondaire? Oui, ça devient secondaire parce que, imaginez-vous, à chaque fois que j'avais soit un frère ou une sœur qui disait qu'il crevait le cœur à maman puis à papa, là, je veux dire, des larmes, j'en ai vu en masse, qu'ils s'en allaient dans le nord de l'Ontario pour aller travailler.
pour le bien de la famille. Puis je n'encouragerai pas les jeunes aujourd'hui de laisser l'école. Là. Je les encourage, comme que j'ai fait à mes enfants, je les encourage à aller à l'école, apprendre quelque chose. Mes parents, mon père venait de Paquetteville, de Rente-Saint-Georges, c'est un petit village à côté de Paquetteville, qui faisait partie de Paquetteville. Et ma mère d'Évangeline, qui est dans la péninsule acadienne aussi. Votre père, il devait travailler fort pour faire vivre tout ce monde-là? Oui, mais mon père était bûcheron. Puis, malheureusement, à l'âge de 43 ans, mon père a eu un accident. Il s'est fait mal dans les disques, dans le dos, le disque principal. Alors, il a été invalide. Et dans ce temps-là, comme vous pouvez voir, il n'y avait pas de compensation, il n'y avait pas d'assurance. Le bien-être, ça n'existait juste pas. Ça a été très dur pour la famille, très, très dur. Mais moi, en étant le dernier, je l'ai moins vu que le reste. Mais mes frères, mes sœurs sont partis jeunes. C'est eux qui ont pris la relève à ce moment-là. C'est eux qui ont pris la relève.